Ma fiancée a avoué, j'ai couché avec ton ami. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit. Ensuite, je les ai tous les deux mis à la porte et j'ai envoyé leurs photos à tout le monde. 3 jours plus tard, son pasteur m'a appelé. J'ai 32 ans. Ces 6 derniers mois, j'ai eu l'impression de me battre pour retrouver cet âge, après m'être senti bien plus vieux, froid à l'intérieur. Tout s'est passé un mardi. Je me souviens de chaque détail absurde de cette journée. Je venais tout juste de recevoir une énorme commission, du genre qui te fait penser que, enfin, la chance commence à tourner en ta faveur. J'étais dans mon bureau à la maison, l'écran de l'ordinateur illuminant mon visage. J'étais en train de réserver un chalet hors de prix pour un week-end avec ma fiancée, Anna. Il restait 6 mois avant le mariage. La vie semblait suivre son cours. Et puis elle est apparue à la porte. On aurait dit un fantôme. Son regard était étrange, un mélange de pitié et de peur. Mon estomac s'est noué. J'ai cru que c'était un problème avec la voiture, un chèque refusé, une broutille. Quelle illusion! Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé en fermant vite le site de réservation. Elle faisait tourner la bague que je lui avais offerte, un tic nerveux que je trouvais mignon autrefois. Ethan, je dois être complètement honnête avec toi. Honnête? Ce mot sonnait étrangement dans sa bouche. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle presque inaudible. J'ai couché avec quelqu'un. Les mots n'avaient aucun sens. Ils sont restés suspendus dans l'air. Mon esprit s'est vidé, sans colère, sans explosion, juste un grand vide, engloutissant tout le reste. D'accord, ai-je entendu ma propre voix, étonnamment calme. Avec qui? Elle s'est ratatinée comme si j'avais crié. Ça n'a pas d'importance. C'était une erreur. Je t'aime. Bien sûr que c'est important, Anna. C'était avec qui? C'est là que les larmes ont commencé. Gros sanglots, presque exagérés, presque joués. Ça ne se reproduira plus. On peut surmonter ça. Qui? Ai-je répété, le mot lourd comme une pierre. Elle a sangloté encore plus fort, puis elle a craqué. Terry. C'était Terry. Mon meilleur ami depuis mes 15 ans. Celui qui devait être mon témoin de mariage. Le même Terry qui squattait mon canapé, censé se remettre sur pied après une période difficile. Celui à qui j'avais prêté $2000 2 mois plus tôt. Les pièces du puzzle ne se sont pas juste mises en place, elles ont fusionné avec une force monstrueuse. Je n'ai pas crié. Le vide en moi était bien trop grand pour ça. J'ai juste hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Je me suis levé et suis allé au salon. Terry était là, devant la télé, avec mes snacks préférés sur les genoux. Il a vu mon visage. Puis il a vu celui de Anna, en larmes. Son sourire détendu a disparu immédiatement. Il a compris. Terry, ai-je dit d'un ton si calme que j'en étais moi-même surpris. Prends tes affaires. Tu as 5 minutes. Ethan. Mec, laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer. Tu as 4 minutes. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air de la nuit est entré. Je me suis tourné vers Anna. Toi aussi. Prends ce dont tu as besoin pour ce soir. Sors. Ethan, s'il te plaît, a-t-elle crié, presque paniquée. C'est aussi ma maison. C'était, ai-je corrigé, sentant pour la première fois la froideur monter en moi. C'est ma maison. Le nom sur l'acte de propriété, c'est le mien. Les mensualités sortent de mon compte. J'ai acheté cette maison 5 ans avant de te rencontrer. Tu étais une invitée. Et la visite est terminée. 3 minutes. Les minutes suivantes ont été chaotiques. Ils attrapaient des manteaux, des sacs. Anna pleurait, me traitait de cruel et d'insensible. Moi, je restais là, debout, près de la porte ouverte. Quand elle est passée devant moi pour sortir, elle m'a lancé un regard rempli de haine. Tu vas vraiment jeter 5 ans à la poubelle pour une petite erreur? Ce n'était pas une petite erreur, Anna, ai-je répondu en la regardant, puis Terry, recroquevillé sur le perron. Et ce n'était pas qu'une seule erreur. Ce sont des milliers de petites erreurs qui ont mené à ça. Maintenant, dehors. Elle est partie en soufflant de rage et, dans un dernier geste puéril, a arraché la clé de ma maison de son porte-clés et l'a jetée sur la pelouse. Elle est tombée avec un bruit sourd. Je l'ai regardée tomber.
Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai posé mon front contre le bois froid. Le silence était assourdissant. Je n'ai pas bu. Je n'ai rien cassé. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai ouvert les vidéos de la caméra de sécurité. J'en avais installé 2 après qu'un colis ait disparu. Une filmait la terrasse, l'autre le salon. J'avais même pensé à enlever celle du salon pour des raisons de vie privée. Quelle ironie. J'ai ouvert les vidéos. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Ils étaient là, sur mon canapé. Le même où Terry avait dormi des dizaines de fois. Leur intimité, leur complicité, c'était pire que l'acte lui-même. J'ai pris quelques captures d'écran. J'ai soigneusement choisi des photos où l'on voyait bien leur visage, mais sans rien de trop explicite. Le but était de montrer la trahison, pas les détails sordides. Ensuite, avec un calme glacial et un objectif clair, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'y ai ajouté nos parents, nos frères et sœurs, tous ceux du cortège, nos amis les plus proches. J'ai nommé le groupe « Mise à jour importante sur le mariage ». J'ai posté les photos avec une légende simple et directe. Le mariage est annulé. Anna couche avec mon témoin Terry, chez moi. Pour toute question, merci de vous adresser directement à eux. Je vous serai reconnaissant de me laisser un peu d'espace pour un moment. Puis, j'ai bloqué un par un tous les numéros du groupe, éteint mon téléphone, et me suis coupé de l'explosion que je venais moi-même de déclencher. Le lendemain matin, j'ai retrouvé la clé qu'elle avait jetée sur la pelouse, encore brillante de rosée. Je l'ai ramassée et mise dans ma poche. J'ai appelé un serrurier et changé toutes les serrures avant midi. Ensuite, j'ai parcouru la maison en ramassant tout ce qui me rappelait eux deux. Ses vêtements, les jeux vidéo prêtés par lui, la brosse à dents qu'elle gardait dans ma salle de bain. J'ai tout mis dans de grands sacs noirs et je les ai déposés sur le trottoir. 3 jours ont passé. Ma sœur a réussi à m'envoyer un message via mon ordinateur portable. Je suis désolé, Ethan. On est tous là pour toi quand tu seras prêt. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Un petit soulagement. Ce matin, j'ai reçu un message vocal sur mon nouveau téléphone, d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. La voix était douce, paternelle, inquiète. C'était le pasteur Gérald, le pasteur de la famille de Anna, celui qui devait célébrer notre mariage. Il disait qu'il devait me parler d'urgence au sujet du pardon, de la grâce, et de l'argent non remboursable que ses parents avaient investi dans la salle de réception. Je ne l'ai pas encore rappelé. Je suis là, en train de boire mon café. Peu à peu, l'engourdissement s'estompe. À sa place, il ne reste qu'un froid dur, lourd, solide. La lucidité de celui qui a tout perdu et qui, maintenant, n'a plus rien à perdre. Il croit que tout cela concerne une seule nuit. Il pense qu'on peut tout régler avec des larmes et des prières. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment. Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées depuis que tout a explosé. Le silence que je recherchais au début a laissé place à un bourdonnement constant, messages de haine en ligne et les engrenages lents des conséquences qui se mettent en marche. J'ai fini par rappeler le pasteur Gérald. J'ai décidé d'affronter la situation, ou du moins d'écouter ce qu'il avait à dire. La conversation ressemblait à une leçon de pression déguisée en bienveillance. Il a parlé des erreurs humaines, de la grâce de Dieu, de la valeur de l'engagement. Je me suis contenté de répondre par des sons vagues jusqu'à ce qu'il aborde enfin le vrai sujet. « Ethan, dit-il avec cette voix mielleuse. Les parents de Anna sont dévastés. Ils ont payé une grosse somme non remboursable pour la salle du mariage, 5 000 $. Au nom de la charité chrétienne, et comme c'est vous qui avez officiellement annulé la cérémonie, ils espèrent que vous pourrez les rembourser. » J'ai bu une gorgée d'eau, lentement. « Pasteur, ai-je répondu d'une voix ferme. Je n'ai pas annulé le mariage. C'est leur fille qui a rompu l'accord. La perte de cet argent, c'est le prix de ses choix. Ce n'est pas une dette que j'ai à payer. Il a insisté, disant que j'agissais par vengeance. Je l'ai laissé parler un moment, puis je l'ai interrompu. Pasteur, les photos que j'ai envoyées, c'était la version polie. Si j'agissais par vengeance, l'histoire serait bien différente. Merci de dire à la famille que la question du dépôt, c'est entre eux et leur fille. Et j'ai raccroché avant qu'ils puissent répondre. Après ça, j'ai reçu une avalanche de messages, y compris de faux comptes. Ceux de Anna étaient une montagne russe. Je suis détruite, Ethan. Même ma mère me regarde avec dégoût. C'est ta faute.
Tu n'avais pas le droit de partager mes photos. Je parle avec un avocat. On est restés 5 ans ensemble. J'ai fait de cette maison un foyer. Tu me dois la moitié. Puis Terry est venu, avec un ton plus pathétique et plaintif. Mec, à cause de toi, j'ai été suspendu du boulot. Ton oncle est furieux. Tu dois l'appeler et arranger ça. Ce prêt de $2000, c'était un cadeau, tu le sais. Maintenant j'ai plus rien. J'ai rassemblé tout ça, menaces, exigences, lamentations, et je les ai transmis à un avocat qu'un ami m'a recommandé. Son surnom? Le requin. Lors de notre première rencontre, j'étais à bout. Le calme que j'avais maintenu jusque-là s'était brisé. Je faisais les 100 pas dans son bureau, un sac de nerfs et de rage contenue. Je lui ai tout raconté. Il m'a juste écouté, les doigts croisés, jusqu'à ce qu'un sourire froid se dessine sur son visage. Parfait, a-t-il dit une fois que j'eus terminé. La colère, c'est bon. C'est du carburant. Mais on va être méthodique. Chirurgicaux. L'avocat m'a coûté une fortune, mais à ce moment-là, il semblait inestimable. Quelques jours plus tard, la première lettre de l'avocate de Hannah est arrivée. Tout ce qu'elle avait menacé. Reconnaissance de concubinage, demande de la moitié de mes biens, la maison, mes économies, mes investissements, et une indemnité pour dommages émotionnels à cause de l'exposition publique. Le requin s'est contenté de rire. Amateurisme, a-t-il dit, avant de rédiger une réponse si tranchante qu'on aurait dit qu'elle brûlait le papier. Dans le texte, il expliquait que la maison m'appartenait uniquement et avait été achetée bien avant notre relation, qu'il n'y avait aucun compte commun, et il citait des jurisprudences claires de notre État. Il a aussi glissé un message poli, mais ferme. Si elle poursuivait, toutes les preuves, y compris la vidéo complète de son moment intime avec Terry, seraient présentées au tribunal et deviendraient publiques. Ensuite, on s'est contenté d'attendre leur prochain mouvement. Mon oncle, après une rapide enquête, a officiellement licencié Terry. Motif, comportement extrêmement inapproprié, créant un environnement de travail hostile et nuisant à la réputation de l'entreprise. C'était propre, professionnel et définitif. Je me sentais comme un joueur dans une partie à laquelle je n'avais jamais demandé à participer. Ça me coûtait l'argent que j'avais mis de côté pour le mariage, et des nuits de sommeil que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Ils se croyaient les victimes. Ils allaient bientôt découvrir ce que les vraies conséquences signifient. Mise à jour 2. Les dernières semaines ont été un vrai calvaire. Le choc initial a laissé place à une bataille lente, sale et épuisante. Ma vengeance parfaite s'est révélée bien plus compliquée et fatigante que je ne l'aurais jamais imaginé. L'avocate de Hannah n'a pas abandonné tout de suite. Ils ont envoyé une deuxième lettre, encore plus agressive. Ils m'ont accusé de coercition psychologique et ont affirmé que les photos violaient les lois sur la vie privée, menaçant de me poursuivre en justice jusqu'à me ruiner. C'était en grande partie du bluff et du théâtre, mais ça me stressait. Le requin m'a conseillé d'ignorer. Il jette des spaghettis contre le mur pour voir si ça colle, a-t-il dit. Mais ce mur est en téflon. Même ainsi, rien que de lire ces accusations et de savoir qu'ils diffusaient leur version me rendait malade. Les factures de l'avocat ont commencé à s'accumuler. Chaque note était un rappel constant de ce cauchemar. Puis est arrivée la goutte d'eau, la cagnotte GoFundMe. Le titre, Aidez-nous à repartir après une trahison cruelle. L'histoire qu'il racontait était un conte de fées. J'étais un monstre contrôlant. Hannah avait eu un moment de faiblesse à cause de mon abus émotionnel. Terry était un ami innocent que j'aurais trahi. Il disait que je les avais jetés dehors pendant une tempête en hiver. Détail, c'était une soirée d'automne, au climat doux. Il demandait de l'aide pour emménager dans un nouvel appartement. Quelques amis naïfs et des membres éloignés de la famille de Hannah ont même fait des dons. Voir ces noms-là, des gens qui avaient déjà partagé mes barbecues, m'a donné un coup de poignard. Ma première réaction a été la pure colère. J'avais envie de publier le lien partout avec un texte qui démontait tout. Mais j'ai suivi le conseil du requin, sois le gars calme. Factuel. Ne te rabaisse pas. J'ai fait un petit don à leur cagnotte. J'ai posté un commentaire avec un lien vers un dossier Dropbox public, comme je l'avais prévu. Mais en moins d'une heure, mon commentaire avait été supprimé et mon compte bloqué. Ils surveillaient tout. Plan A, échec. Il était temps de passer au plan B. Cette fois, il fallait jouer finement. Pas possible de les affronter sur leur terrain.
Il fallait contourner. J'ai commencé par la tante de Anna, Doris. Je l'ai toujours trouvée intelligente et franche. Je ne lui ai pas tout dit. Je lui ai juste envoyé un lien. Puis je l'ai appelée. Ce fut l'un des appels les plus difficiles de ma vie. Elle a commencé sur la défensive. Ethan, je sais que tu souffres, a-t-elle dit. Mais les parents de Anna disent que tu as fait une crise et que tu as inventé tout ça pour fuir le mariage. Mon sang s'est glacé. Je ne me battais pas seulement contre Anna et Terry. Je luttais contre une narration parallèle, créée par ses parents pour sauver leur image. Doris, je comprends que tu penses ça, ai-je dit en essayant de rester calme. Je te demande juste une chose, regarde ce que je vais t'envoyer. Juste ça. Un lien avec des preuves, extraits bancaires, messages, et une courte vidéo sans contenu explicite. Je pouvais sentir qu'elle doutait encore. Long silence. Puis elle a dit, d'accord. Je lui ai envoyé le lien. La preuve du virement que j'avais fait à Terry. La transcription de l'audio du pasteur Gérald sur l'argent de la fête. Le message hystérique de Anna exigeant de l'argent. Et une vidéo muette de 30 secondes montrant les deux en train de s'embrasser sur mon canapé alors que j'étais en conférence pro. Date et heure bien visible. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle de toute la journée. J'étais vidé, persuadé d'avoir tout gâché et d'avoir éloigné la seule personne de sa famille qui pouvait encore m'écouter. Mais le lendemain matin, j'avais un mail dans ma boîte. Elle avait écrit seulement ceci. Je suis désolé, Ethan. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Doris est devenue mon arme la plus efficace et la plus inattendue. Non seulement elle a partagé le lien, mais elle l'a fait accompagner d'un message personnel dans lequel elle dénonçait les mensonges de son frère et le comportement de sa nièce. Elle a envoyé ça à toute la famille, au groupe de prière de l'église, que la mère de Anna chérissait tant, et à toutes les personnes influentes de leur cercle social. Le GoFundMe a été supprimé dans la journée pas par moi, mais parce qu'ils ont été submergés de messages de proches furieux qui avaient vu la vérité. Ils n'avaient récolté qu'environ $350, qu'ils ont dû rembourser, apparemment. L'avocat de Anna a jeté l'éponge. Une semaine plus tard, on a reçu une notification officielle indiquant qu'il ne la représenterait plus. Les spaghettis n'avaient pas collé. La guerre d'usure était terminée. Elle m'a coûté plusieurs milliers en frais juridiques, et une bonne part de ma santé mentale. Mais la vérité était là, dehors, et elle avançait désormais seule, sans avoir besoin de moi. Mise à jour finale. 6 mois se sont écoulés. La poussière est retombée, mais le paysage qui reste a changé à jamais. Ce n'était pas une victoire glorieuse. J'ai seulement survécu à une guerre que je n'ai jamais demandé à mener, et j'ai les cicatrices pour le prouver. Les derniers détails juridiques ont été réglés. J'ai gagné un procès contre Terry concernant le prêt, avec les frais de justice à sa charge. Ce n'était qu'une victoire sur le papier, car il n'a pas un sou. Mais cela figure désormais dans son dossier, pour toujours. Ses parents m'ont même envoyé un chèque que j'ai déchiré. La victoire, c'était le principe, pas l'argent. Quant à Anna et Terry, ils ont explosé comme on pouvait s'y attendre. Leur relation, née de l'adrénaline de la trahison, n'a pas survécu à la lumière crue de la réalité. Un ami commun m'a raconté, le stress, le manque d'argent et les disputes constantes ont mené à une rupture brutale sur le parking du motel Bon Marché où il vivait. Terry est retourné chez ses parents et, apparemment, il livre désormais des pizzas. Assez symbolique pour quelqu'un qui ne sait pas avancer dans la vie. Les parents de Anna ont vendu leur maison et ont déménagé dans un autre état. La honte sociale alimentée par leur propre sœur a été trop dure pour leur ego fragile. Eux, qui étaient des piliers de la communauté, sont désormais vus comme les parents d'une traîtresse et des menteurs. Et Anna a fini exactement là où elle ne voulait pas, sous le toit de tante Doris. Une fois Terry hors du tableau, sans argent, sans amis, et avec une famille détruite, elle n'avait nulle part où aller. Doris l'a accueillie, mais pas par pitié. C'était un camp d'entraînement à l'humilité. Aujourd'hui, Anna travaille à plein temps, 40 heures par semaine, comme caissière dans un magasin de bricolage pour payer un loyer à sa tante. On dit qu'elle déteste chaque seconde, qu'elle considère ce travail indigne d'elle. Son air de supériorité existe encore, comme une petite flamme dans une vie à court de carburant. J'ai eu une dernière rencontre étrange. Il y a un mois, j'étais dans un supermarché à l'autre bout de la ville. J'ai tourné dans le rayon surgelé, et elle était là. Debout devant les plats préparés, l'air épuisé, abattu sous la lumière froide du magasin.
Vêtements bon marché, cheveux en désordre, toute petite. Quand elle m'a vu, une lueur de panique pure a traversé son visage. 6 mois plus tôt, j'aurais ressenti une rage triomphante. Mais à ce moment-là, je n'ai rien ressenti. Un vide profond. Ce n'était qu'une étrangère qui ressemblait vaguement à quelqu'un que j'avais autrefois connu. J'ai tourné mon chariot et suis reparti. Il n'y avait plus rien à dire. Quant à moi, le chemin du retour a été lent. J'ai vendu la maison, avec les fantômes qui y vivaient. Aujourd'hui, je vis dans un appartement plus petit, en centre-ville, à moi seul. Les premiers mois ont été difficiles. Il y a eu des nuits où je me réveillais en panique, comme si tout se reproduisait. Et des jours où je me sentais idiot d'avoir autant fait confiance. J'ai passé beaucoup de temps avec mes vrais amis, ma sœur et un bon thérapeute. Je n'ai pas obtenu une vengeance parfaite. J'ai obtenu une leçon coûteuse, confuse et émotionnellement lourde. J'ai commis des erreurs. J'ai failli me laisser consumer par la colère et j'ai eu besoin d'aide. Je n'ai pas été un héros dans une histoire, juste un homme essayant de réparer un désastre qu'il n'avait pas causé. Ils n'ont pas seulement détruit leur propre vie. Ils ont emporté un morceau de la mienne, qui ne sera plus jamais la même. Mais je reconstruis. Dans un petit coffre de mon nouveau placard, j'ai gardé un objet de mon ancienne vie. Ce n'est pas une photo, ni un souvenir heureux. C'est une clé de maison un peu ternie. Celle qu'Anna avait jetée sur la pelouse. Je l'ai ramassée le lendemain. Un petit bout de métal froid qui signifie beaucoup. Il ne me rappelle pas ce que j'ai perdu, mais ce que j'ai récupéré. Il me rappelle que c'est moi qui tiens les clés de ma vie, de ma maison et de ma paix. Et que j'ai appris, de la manière la plus dure, à être bien plus prudent avec ceux à qui je choisis d'en confier une copie. C'est une histoire qui montre que parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de retrouver sa paix et d'apprendre à ne plus jamais remettre les clés de sa vie à quelqu'un qui ne les mérite pas. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire prouve que la meilleure vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante ou spectaculaire. Parfois, la plus grande victoire, c'est de réussir à se reconstruire en silence, avec dignité, pendant que ceux qui t'ont blessé s'enfoncent dans leur propre choix. La clé de la paix se trouve souvent dans la capacité à aller de l'avant et à ne pas laisser le passé définir notre avenir. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.